Saint François d'Assise est fêté aujourd'hui. Le Poverello, fondateur des franciscains, longtemps une icône de la charité, prêt à tout quitter pour suivre le Christ. Désormais, Saint François d'Assise est aussi une icône de l'écologie. Dans son encyclique sur la préservation de notre maison commune, le pape François a même repris l'expression utilisée par le saint italien dans une de ses prières, Laudato Si. Il y a un an, le souverain pontife publiait un autre texte, Laudate Deum, l'occasion de parler écologie ce matin à la fin de ce temps pour la création, Louis Dauphren. Et oui, on va voir avec Emmanuel Huet ce qu'il en est précisément. Il semblerait que l'écologie ne soit pas une priorité du gouvernement, qui se retrouve face à d'autres urgences, semble-t-il, et des urgences d'ordre budgétaire en particulier, puis il y a peut-être d'autres sujets qui l'emportent dans les priorités que les Français expriment aujourd'hui. Bonjour Emmanuel Huet. Bonjour. Vous êtes chargé de mission en transition écologique et vous êtes membre de Lutte et Contemplation. La nomination de Michel Barnier avait suscité beaucoup d'espoir. Le nouveau Premier ministre a été ministre de l'Environnement. Les associations environnementales avaient même salué son bilan. Finalement, Louis le disait, on parle beaucoup de budget. Est-ce que l'écologie est la grande absente du discours public ? Alors, je pense qu'on a pu le constater, en particulier pendant la période électorale qu'on a vécue en juin-juillet dernier, où l'écologie était pour le moins reléguée au second plan du débat public en général, au profit d'autres thématiques. Et dans le très concret aujourd'hui du budget tel que proposé par le gouvernement, et même de la place que prend aujourd'hui le ministère de l'écologie, on voit que c'est un sujet qui a été réduit à peau de chagrin. On n'a plus le sujet de la biodiversité, le ministère a été relégué à une place plus que secondaire. Le secrétariat général à la planification écologique n'est plus relié au Premier ministre. Et puis on a tout un ensemble de politiques budgétaires qui sont à grand risque devant cette nécessité affichée de réduire la dette publique, qui se fera beaucoup au détriment notamment de toutes les politiques sociales qui ont été mises en place pour rendre plus accessibles des choses aussi aussi terre à terre que la rénovation thermique des logements, l'accès aux véhicules électriques. Pourtant, dès son premier discours, Michel Barnier a parlé de dette budgétaire et de dette écologique. Il a quand même mis le sujet assez rapidement sur la table. Il a été mis sur la table en termes de mots, mais on attend encore les faits et les actions. Et moi, je ne juge pas des politiques simplement à leur discours, mais à ce qui est fait par derrière. Et ce qui nous laisse présager aujourd'hui, à la fois, comme je disais, la place du ministère, les premières informations qu'on peut avoir sur le budget anticipé pour cette nouvelle année, et les économies annoncées de 40 milliards, ne laissent pas présager une place centrale pour l'écologie, alors que plus on avance, plus elle devrait devenir de plus en plus centrale. Quelles actions attendriez-vous ? De la part du gouvernement, de perpétuer notamment les politiques qui ont commencé à être menées. Donc, je parlais de la rénovation thermique des logements, il y a toute l'approche de la mobilité, mais il y a aussi tout ce qui est l'accompagnement à la transformation des métiers qui vont disparaître. Je pense à tous les métiers liés aux énergies fossiles, en fait, qu'il faut rediriger vers d'autres types de métiers, tout comme l'a été le charbon à un moment, tous les métiers liés à l'automobile thermique, pour aller vers deux types de technologies. Mais il y a aussi toutes les politiques, moi je pense, d'accessibilité qui permettent aussi de rendre accessibles des choix qui sont les bons et qui aujourd'hui ne sont pas accessibles pour beaucoup de Français et de Françaises. Donc je parlais tout à l'heure de la rénovation thermique des logements qui aujourd'hui est nécessaire. Enfin, par exemple, moi je prends mon exemple, je vis dans une colocation solidaire où on est en classe énergétique F. La plupart de mes colocs viennent de la grande précarité je vois les effets très visibles du fait de ne pas avoir un logement qui soit suffisamment rénové. Il fait 15 degrés à l'intérieur de ma maison. L'effet visible, c'est que vous payez les factures. On paye les factures puis il y a des problèmes de santé aussi qui se jouent à l'intérieur d'un logement qui est très mal isolé, qui est très humide, etc. Mais alors sur ce point, par exemple, Emmanuel Huet, est-ce que vous êtes d'accord pour interdire à la vente des logements qui seraient classés F ? Je pense que c'est une politique qui est intéressante dans sa philosophie. Et après, comme toute politique publique, tout se joue dans le détail de comment elle est calibrée pour être effectivement
applicable. On parlait tout à l'heure de ma prime rénov qui a pas forcément été très lisible et très efficace. Ça, je pense que c'est une question de politique publique. Moi, je vais pas rentrer dans les détails de l'architecture de chaque politique, mais en tout cas, je pense que la philosophie est la bonne. Et jusqu'où lutte et contemplation, justement, dont vous pouvez peut-être nous rappeler quand même l'objet, parce que le titre est un peu insolite. Il y a des moments où vous luttez et des moments où vous contemplez. Ouais. C'est pas en même temps. Ouais. Alors, lutte et contemplation, c'est un mouvement de chrétiens écologiques qui a été créé il y a un peu plus d'1 an. C'était en septembre dernier où on a lancé officiellement le mouvement avec un manifeste qui a recueilli 2000 signatures, où l'idée, c'était vraiment de vivre cette tension permanente entre la lutte et la contemplation. En fait, on tient ce nom notamment d'un livre du frère Roger, le frère fondateur de la communauté de Thésée, qui expliquait aux jeunes la nécessité en fait de remettre ses actions dans la prière, se laisser inspirer par Dieu dans ce que l'on mène, et à la fois lutter très concrètement, c'est-à-dire mettre en action le fruit de sa prière. Et donc vous faites des propositions politiques. Voilà, donc, on fait des propositions politiques. Disons on mène un certain nombre de combats au sein de l'Église et à l'extérieur de l'Église. Au sein de l'Église, par exemple, sur le désinvestissement fossile des institutions religieuses, diocèses, congrégations, où on invite à désinvestir leurs fonds de ces des énergies fossiles. On incite, on va aussi mener une campagne autour de les terres agricoles de l'Église, qu'en fait-elle aujourd'hui? Il y a un rapport Terre de Liens qui est sorti là-dessus. Et on en parlait ce matin dans cette matinale. Et après, on a des campagnes aussi plus ciblées où on ose aussi se poser en confrontation de modèles qu'on pense être dépassés. Je pense à la semaine dernière, on était au Collège des Bernardins pour essayer d'interpeller Patrick Pouyanné qui avait été invité à une conférence. Patrick Pouyanné, le PDG de Total Energy. Voilà, à une conférence sur les inégalités. Il nous semblait un petit peu étrange. Est-ce qu'il vous a convaincu? Alors non, il ne nous a pas convaincus, même si son discours pouvait apparaître... bien sûr, quand on l'écoute et qu'il n'y a pas de contradicteur en face, c'est très facile de se laisser amadouer par cet homme qui parle extrêmement bien et qui a un discours très très bien rodé. Je l'ai invité, il viendra bientôt. D'accord. Je vous invite à mettre un contradicteur en face. J'espère que vous ne serez pas là avec des panneaux à essayer de l'empêcher d'entrer. On n'essaye pas d'empêcher d'entrer, on essaye simplement d'inviter à mesurer la tribune qu'on peut donner à quelqu'un quand il n'y a pas de contradicteur en face. Voilà. Et peut-être d'autres actions aussi qu'on a pu mener. Non, mais on s'arrête juste un instant là-dessus, Emmanuel. Patrick Pouyanné a dit quelque chose. Il a dit, quand j'ai commencé chez Total, les énergies fossiles, la part des énergies fossiles, c'était 82%. Et maintenant, peut-être 30 ou 40 ans plus tard, elle est de 81%. Parce que la population a énormément cru, les besoins ont augmenté énormément. Donc on n'est pas prêt, selon lui, on n'est pas prêt de sortir du fossile. En fait, pour moi, les acteurs des énergies fossiles ont une responsabilité énorme. En fait, on parle souvent des gestes individuels. Mais en fait, plus on a de pouvoir, plus on a un énorme marché mondial, plus on a une responsabilité face au changement. Et en fait, les acteurs n'aiment pas le changement. Donc, ils voudraient pouvoir continuer à faire ce qu'ils font. Et donc, si on ne les contraint pas à ce changement, ils ne le feront pas. Au Total Energy n'a aucun intérêt à sortir du pétrole parce que c'est une rente énorme pour eux. Mais les pauvres non plus n'ont pas d'intérêt à sortir du pétrole. Si vous mettez des voitures électriques en Afrique, il n'y a aucun ravitaillement électrique en Afrique, vous empêchez les Africains de bouger. Mais aujourd'hui, l'essentiel de la consommation de pétrole, elle ne se fait pas en Afrique. En fait, elle se fait dans les pays développés. Et d'ailleurs, le pape François a parlé lui-même dans Laudato Si, il faut assumer une certaine décroissance des pays du Nord pour avoir une saine croissance des pays du Sud. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est se mentir que de dire on est obligé de continuer à développer les énergies fossiles pour se développer. Mais par exemple, je prends l'exemple d'un pays du Sud, la Colombie. On a quand même un président colombien qui a annoncé le gel des nouveaux forages pétroliers sur son sol. Et ce qui est quand même très courageux pour un pays qui, effectivement, a encore besoin d'un certain développement. Je sais, j'y ai vécu pendant mes études. Mais la Colombie, c'est intéressant. Justement, elle lance un grand plan pour financer sa transition écologique, 40 milliards de dollars. C'est aussi de l'argent qu'on n'a pas en France. On en cherche 60 en ce moment. Les 40 milliards de dollars, pour moi, de la part d'un pays
dont les besoins minimums ne sont pas pourvus est une très bonne nouvelle pour se dire que, en fait, quand on veut, on peut. Il y a de la quand on choisit de mettre à l'agenda politique en priorité ces sujets, on peut. Et je crois que c'est. Mais comment ça se concrétise pour la Colombie? Pour la Colombie, dans leur agenda politique. Oui, au-delà de cesser les forages, qu'est-ce que propose la Colombie pour cette transition? Alors, ils proposent par exemple, de développer leur économie sous deux types de développer leur économie autrement, autour du tourisme notamment, autour d'autres types de ressources que les énergies fossiles. Alors, j'ai pas regardé tout le détail de ce qu'ils proposent, mais en tout cas, ils invitent à un chemin de développement qui est autre, notamment, par exemple, ils ont parlé aussi de l'électromobilité et, par exemple, de pas forcément se rentrer dans un chemin de dépendance aux énergies fossiles, comme on a pu le faire dans les pays du Nord. On parlait de Patrick Pouyanné à l'instant. Est-ce que, selon vous, Patrick Pouyanné pêche contre la création? Si je vous pose cette question, c'est parce que mardi soir avait lieu une veillée pénitentielle au début du synode. On en parlait hier, 7 péchés ont été proposés par le pape François, parmi lesquels le péché contre la création. Dans le Figaro, une tribune s'interrogeait avec humour. Les fidèles devront-ils se confesser parce qu'ils n'utilisent pas de voiture électrique? Patrick Pouyanné doit-il se confesser contre son péché pour la création? Alors, je ne suis personne pour le juger, donc c'est pas moi qui va aller lui dire d'aller se confesser ou pas. En revanche, je pense que là où le pape François touche juste, c'est qu'il désindividualise le péché. On avait eu tendance à le rabattre sur une sphère très individuelle, des actions morales individuelles. Jean-Paul II parlait déjà de structure de péché pour dénoncer notamment l'avortement. Oui, mais il n'y a pas que l'avortement. Justement, l'avantage du pape François, c'est qu'il élargit cette notion de structure de péché. Donc, c'est-à-dire ces structures qui nous empêchent finalement d'agir librement, qui, par nos actions, en fait, par une accumulation de péchés individuels, créent en fait des systèmes dans lesquels il est très difficile de sortir et d'agir librement. Et je pense effectivement que la perpétuation des énergies fossiles, c'est ce que disait le pape François dans la Date Deum, n'est pas aujourd'hui une voie, n'est pas possible en fait sur le plan d'un développement humain intégral. Et d'ailleurs, il n'y a pas que le pape François qui le dit. L'Agence internationale de l'énergie nous disait en 2021, tout nouveau forage pétrolier nous empêche d'atteindre les accords de Paris. Je reviens sur ce péché contre la création. Je pense qu'il y a peu d'auditeurs, ceux parmi eux qui vont se confesser ou recevoir le sacrement de miséricorde. Peu sans doute parlent du sacrement du péché contre la création. Est-ce que vous pensez qu'il faut se confesser du péché contre la création? Je pense que ceux qui ont le plus de pouvoir sont d'abord concernés par ça, et je pense qu'on est tous individuellement concernés aussi par ça. Moi, j'aime beaucoup l'attitude d'humilité aussi du pape qui veut se dire, en fait, je demande pardon pour ma contribution à cette dynamique systémique qui me dépasse d'une certaine manière. Ça n'est pas juste moi, mais en fait, la dynamique du péché, c'est pas une fin en soi. En fait, la confession, elle est là pour un chemin de conversion. Et je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de ce chemin de conversion individuel et collectif, et ne pas, tout comme on va pas se confesser uniquement pour battre sa coulpe. C'est pas ça l'objet. L'objet, vous faites partie de ceux qui ne prennent pas l'avion, par exemple. J'essaye de plus le prendre, effectivement. Donc c'est un péché de prendre l'avion. Mais en fait, je pense qu'il faut pas. On pêche tous en permanence. En fait, on est tous en train. On s'éloigne tous de Dieu. Et je pense que cette notion de péché pour la création contre la paix, elle nous invite simplement à dire à élargir notre compréhension de qu'est-ce qu'est le péché, et notamment dans cette dynamique de crise écologique où des millions de vies sont en jeu. En fait, on y contribue tous, et on a besoin de regarder en face la réalité telle qu'elle est. Mais elle culpabilise les comportements. C'est quand même ça aussi qui est un signe du défi aussi d'une partie de la population à l'égard de l'écologie, c'est qu'en fait, ça sert à culpabiliser les gens, quoi. Est-ce que quand soit on leur fait peur, soit on les culpabilise. En fait, quand on va se confesser de péché contre soi, contre les autres, contre Dieu, est-ce que on est à crier à la culpabilisation? Non, mais d'accord, mais prendre l'avion ou prendre la voiture, personne ne s'est posé la question de savoir si c'était un péché jusqu'à présent.
Peut-être qu'il faut commencer à se poser la question de, en fait, quels sont mes comportements de consommation en termes de déplacement et est-ce que j'ai une marge de manœuvre pour faire autrement. Et aujourd'hui, il y a un rapport du réseau Action Climat qui est sorti il y a quelques jours qui disait qu'il y avait quand même 70% de l'utilisation de l'avion qui est liée à des loisirs. Il y a 17% qui est lié aux usages professionnels et seulement 13% qui est lié à l'usage familial. Donc quand on brandit, oui, mais vous allez séparer des familles en interdisant de prendre l'avion, etc., il ne s'agit pas de ça. En fait, il s'agit de revenir à un usage beaucoup plus raisonné de cette consommation de masse de l'avion, comme si c'était devenu quelque chose de normal de partir pour un week-end à l'autre bout de l'Europe ou à l'autre bout du monde. Donc en fait, je crois que dans cette question de péché, il ne faut pas le prendre sous un angle moral. Et puis en fait, je crois que le péché est avant tout une catégorie relationnelle. À quel point ça m'éloigne de Dieu, à quel point ça m'éloigne des autres. Et je crois que d'une certaine manière, nos manières de nous déplacer de manière frénétique, cette consommation frénétique d'exotisme peut nous couper aussi des autres. Justement, on a beaucoup parlé de lutte avec vous ce matin, Emmanuel Huet. Parlons de contemplation. C'est aujourd'hui la Saint-François d'Assise, contemplateur s'il en est de la création. C'est une figure encore inspirante pour les jeunes et notamment pour les membres de Lutte et Contemplation et pour les autres. Je pense que c'est une figure très inspirante par effectivement le chemin radical de marche à la suite du Christ que Saint François a assumé, avec un certain porte-à-faux assumé auprès de ses contemporains, auprès de sa famille. Mais les écolos n'en parlent jamais. Moi, je n'entends jamais un écologiste me parler de Saint François d'Assise. Il n'y a que vous. C'est une figure chrétienne. Donc il me parle de Karl Marx, il me parle de plein de choses, mais pas de Saint François d'Assise. Je pense je suis un peu provocateur, là. Oui, vous êtes un peu... il y a certains écologistes qui parlent de Saint François d'Assise. Et puis, d'ailleurs, pour vous dire les liens qu'il peut avoir, on a quand même, à la sortie de Laudato Si, il y a plein de figures non chrétiennes qui ont félicité ce texte. Des gens comme Yann Arthus Bertrand qui ont dit c'est le texte qui m'a le plus parlé depuis que je fais de l'écologie. Et puis, d'ailleurs, pour compléter sur cette... Alors qu'il n'est pas croyant, Yann Arthus. Alors qu'il n'est pas croyant. Merci beaucoup, Emmanuel Huet. Et en plus, maintenant, mission est donnée à Louis Dauphren d'aller parler de Saint François d'Assise à Yann Arthus Bertrand. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été ce matin notre invité, membre de Lutte et Contemplation. Merci, Emmanuel Huet.